Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Bienvenue, bonne semaine à tous. Nous sommes le lundi 23 mars 2015. Mario Draghi est attendu cet après-midi devant la commission monétaire du Parlement européen. Alexis Tsipras en fin d'après-midi dans le cadre d'une rencontre avec la chancelière d'Allemagne. Des statistiques américaines seront surveillés cet après-midi, notamment à 15 h dans le secteur, dans l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis. Voilà concrètement quels sont les catalyseurs de cette semaine, de cette journée du lundi 23 mars. Les marchés actions européens consolident. Moins 0,8 il me semble pour le CAC. Après 7 semaines consécutives de hausse, ça reste quand même contenu. Nous allons étudier la dynamique des actions européennes via l'Eurostoxx 50. Je vous laisse prendre connaissance ici de cet avertissement légal qui est donc sous vos yeux depuis quelques minutes. Nous allons balayer tous les marchés et commencer par la session asiatique et je répondrai dans un second temps à vos questions. La session asiatique avec la clôture des marchés actions en Chine, au Japon et d'autres places financières, le marché actions aussi australien. Les bourses de Shanghai et de Shenzhen réalisent encore de nouveaux sommets, elles sont sur leur sommet l'année 2008. Ces marchés actions sont fermement recherchés, à l'image d'ailleurs du marché actions japonais. Je passe brièvement sur le graphique ici du Nikkei 225, un graphique que j'étudie depuis la tenue d'un support majeur à 16 433 points, depuis la résolution haussière d'une structure en triangle symétrique permettant à cette tendance haussière précédente de reprendre. Réalisation ici, cassure haussière des sommets de l'année 2007 à 18 300 points lorsqu'un marché haussier casse une résistance. C'est un signal technique de poursuite de la tendance haussière, pullback. Je visais sur ce marché 20 000 points. Nous nous en approchons. Le Nikkei 225 vaut actuellement 19 728 points. La dynamique haussière continue donc. Cependant, voilà, à l'approche de ces résistances-là et notamment des 19 965 points, nous pourrions avoir une respiration. L'indicateur technique RSI Daily est quand même assez largement suracheté. Par contre, je m'y intéresse dès lors que le momentum retombe ici à proximité de la neutralité sur ce RSI qui se situe à 50. Méfiez-vous donc lors des prochaines sessions asiatiques d'une consolidation potentielle de ce marché. Vous avez la possibilité d'ailleurs, si vous étudiez le Nikkei, d'étudier une ligne de tendance haussière. Il y en a plusieurs, mais celle-ci est importante parce qu'elle s'étudie sur l'horizon de temps journalier. À un moment ou à un autre est tout à fait envisageable un pullback sur les 19 078 points. Mais pour le moment, la dynamique haussière se poursuit. Cette zone-là est susceptible de créer une consolidation à terme. Je vise les 20 878 points, une résistance d'ailleurs de l'année 2000 sur le Nikkei 225. Alors, sous vos yeux, l'indice HKG33, l'indice Hang Seng de la bourse de Hong Kong. Alors c'est un peu différent la bourse de Hong Kong parce qu'il ne s'agit pas du marché action domestique chinois. Les actionnaires et particuliers d'ailleurs chinois qui sont majoritairement à la base des liquidités du marché action de Chine se portent essentiellement sur la place de Shanghai et de Shenzhen. C'est pourquoi vous pouvez peut-être vous demander pourquoi le CFD HKG33 ne s'apprécie pas autant. Et bien tout simplement parce qu'il s'agit de la place financière de Hong Kong qui a donc tout à fait un statut particulier, qui d'ailleurs a sa propre monnaie, je vous rappelle, avec la cotation offshore du yuan renminbi, le fameux CNH qui est disponible sur la plateforme à travers la paire de devises USD CNH. Parlons peu, parlons bien, parlons euro-dollar et paire en dollars majeurs. Alors je vous rappelle que vous avez la possibilité d'augmenter le son chez vous, à la fois en utilisant la molette de son de Windows ou directement la petite molette de son de la salle de trading. Alors un instant s'il vous plaît. Oui, pardonnez-moi, petit souci technique. Donc voilà, en gros pour la session asiatique, voilà où on est ce marché action japonais. Écoutez, on va parler dollar US, on va parler action européenne, on va essayer d'étudier tous les actifs.
Depuis le mercredi 18 mars et l'abaissement, vous le savez, et un discours beaucoup plus prudent de la part de la Réserve fédérale des États-Unis, le dollar US ne baisse pas mais se stabilise. Nous sommes entrés dans une phase de transition latérale à l'image de celle que nous avons connue ici au mois de février. Il est possible d'envisager, notamment sur le court terme, que le dollar US revienne tester ce support important à 11 886 points. Je pense que ce niveau de support des 11 886 points sera susceptible d'être acheté, mais ça va clairement dépendre des statistiques US. Pourquoi? Parce que la Fed est désormais plus prudente. La moindre statistique américaine qui décevrait le marché aura cette fois-ci un impact baissier plus fort sur le dollar US. Mais il est donc clairement important que les statistiques US restent tout à fait solides, avec notamment au début du mois d'avril le prochain rapport NFP aux États-Unis. Celui du mois de mars était extrêmement bon, rappelez-vous le 6 mars. Si celui d'avril n'est pas extrêmement bon, et c'est nécessaire, le dollar US pourrait casser des supports et respirer de manière un peu plus large. Mais pour le moment, tant que les 11 886 points sont préservés, la dynamique haussière est susceptible de se reprendre. Nous pourrions avoir d'ailleurs une phase de range à l'image de celle que nous avons eue en février. Et sur le court terme, c'est donc ces 11 886 que le marché pourrait aller chercher. Mais on va étudier des charts à plus court terme tout à l'heure. L'euro-dollar, forcément, c'est lui aussi stabilisé depuis les 1,05, depuis le mercredi 18 mars, étant donné que le dollar US s'est lui aussi stabilisé. Sur le court terme, je n'exclus pas la possibilité ici que l'indicateur RSI D1 de l'euro-dollar aille chercher cette zone résistante ici à entre 50 et 53,30. J'ai identifié un pivot technique sur l'euro-dollar, en dessous duquel la tendance baissière peut reprendre à tout moment, en utilisant à la fois l'approche chartiste et l'approche Ishimoku. Alors c'est un graphique que je vous ai présenté sur le site, je vais vous le montrer. J'ai fait ici donc une capture d'écran, mais je vais vous montrer ça après en temps réel. L'idée c'est quoi? C'est que voilà, le graphique se charge. Il y a deux choses ici qui m'intéressent. Lorsqu'on juxtapose les bougies japonaises journalières de l'euro-dollar ici en utilisant l'approche chartiste et ici l'approche Ishimoku, deux choses me semblent importantes. Un canal de baisse ici en D1 sur l'euro-dollar, dont la partie haute passe à proximité des 1,0950, 1,0970, et puis donc la Kijun D1 ici qui fait office de résistance sur l'euro-dollar depuis les 1,40. Donc c'est quelque chose de majeur. Vous retrouvez ici ces trois éléments qui m'intéressent. Le momentum, représenté par l'indicateur technique RSI, avec la possibilité d'aller pousser jusqu'à ici 50, 53, 30. Nous sommes à 46. Aujourd'hui, on attend des éléments qui concernent euro dans euro USD, avec notamment donc cette conférence de presse, cette phase de questions-réponses de Mario Draghi devant la commission monétaire et économique du Parlement européen, et puis surtout en fin de journée, M. Tsipras qui est attendu notamment sur les réformes structurelles qu'il doit soumettre cette semaine au fameux groupe de Bruxelles qui est le nouveau nom de la Troïka. En l'état, en fonction des statistiques dans l'immobilier ancien aux États-Unis à 15h et de ces éléments qui concernent l'euro et qui vont avoir lieu entre 15h30 et 18h, forcément il y aura des mouvements sur l'eurodoll. Sur ce graphique D1, la partie haute de ce canal baissier chartiste, elle passe précisément à 1,0950, 1,0970. Donc l'euro-dollar est susceptible. Je ne sais pas si aujourd'hui il peut pousser 1,0950, 1,0970, mais en tout cas, c'est une zone sous laquelle, en tout cas au contact de laquelle, nous pourrions envisager des stratégies de vente, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est une monnaie qui reste baissière. J'ajoute ici l'indicateur technique Ishimoku, et finalement la situation s'est complètement neutralisée. Intéressant de constater ici qu'à la fois la Kijun D1 qui passe à 1,0950, la Kijun D1 qui renforce d'ailleurs la partie haute de ce canal de baisse ici chartiste, et nous avons aussi la Tenkan ici qui est parfaitement plate. Et donc sur le court terme, en swing, en utilisant ce graphique D1, j'ai envie de vous dire que l'eurodoll est tout simplement neutre entre 1,0750 et 1,0950. Une neutralité de 200 pips ici sur l'eurodoll, et il peut se balader à l'intérieur de ces deux bornes en fonction donc des fondamentaux de marché qui sont aujourd'hui diffusés. Donc en tout cas, je pense que sur le court terme, étant donné qu'on semble prendre appui sur ces 1,0750, qu'il y a encore une marge ici d'appréciation sur le RSI D1 de l'eurodoll, est-ce qu'on peut envisager d'aller chercher la Kijun? Aucune idée, mais je pense que cette Kijun et la partie haute du canal pourront être utilisées pour des stratégies de vente. Si par contre c'est franchi, l'eurodoll pourra se reprendre ici en direction des 1,14. Donc c'est le pivot de la semaine, et voilà pourquoi je voulais commencer par ce graphique.
un D1, on va faire du H4 pour y voir un peu plus clair, mais c'est le pivot de la semaine ici, donc c'est 1,0950, 1,0970. Alors avant d'étudier les graphiques intraday, je passe brièvement sur d'autres marchés. Ce que je vais vous dire sur l'Eurostoxx 50 est valable pour les actions zone européenne. Ensuite, je vous parlerai du FTSE et du SMI qui semblent entamer un processus de rattrapage. L'Eurostoxx 50, représentatif des actions françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, hollandaises, etc., a donné en janvier, jour 22 janvier, jour d'engagement, jour de l'annonce du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, une tendance haussière en cassant les 3300 points. Belle phase haussière. Ensuite, vous avez un beau canal haussier chartiste ici. Sauf que voilà, sur le court terme, il y a l'amorce ici de ce qui pourrait être une petite divergence baissière sur l'Eurostoxx 50 en D1. Ce qui pourrait donc se traduire sur le CAC et le DAX par une phase de temporisation sous les sommets qui ont été atteints en fin de semaine dernière. Je pense que l'Eurostoxx 50 est intéressant pour une stratégie d'achat s'il venait chercher la partie basse de ce canal de hausse et qui est actuellement renforcé par la MM 20 jours. Donc, en ce début de semaine, nous avons une phase de temporisation à l'image de celle que nous avons eue ici entre le 2 mars et le 10 mars sur les actions zone européenne. Et donc sur le court terme, je n'envisagerai pas de stratégie d'achat avant d'aller tester les 3630 points sur l'Eurostoxx 50. Il y a donc un risque de repli de l'Eurostoxx 50 en direction ici de ces 3630 points. Un risque de repli en direction des 3630 points sur l'Eurostoxx 50, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur le MIB et l'IBEX. Attention, le MIB vous offre une configuration graphique qui est juste parfaite. Le MIB a réalisé une cassure haussière de ses sommets de l'année 2014. En cas de pullback sur les précédents tops à 11 242 points, ces stratégies d'achat sans trop se poser de questions. Regardez ça, c'est exactement, regardez ce qu'avait fait le MIB. Les sommets de 2014 sur le MIB, l'indice italien, le CFD ITA 40. Cassure des sommets de 2014, c'est désormais un niveau de support, pullback et ça relance. Regardez le MIB, l'IBEX a cassé les sommets de 2014. Le moindre test des 11 242 points ici sur le CFD ESP35 sera franchement un bon timing pour une stratégie d'achat. Donc le MIB est franchement toujours bien orienté et je pense que si le MIB reteste les 22 550, ce sera une opportunité de se placer. Mais vraiment maintenant je m'intéresse à l'IBEX étant donné qu'il semble avoir rattrapé son retard. Ou de le tenter. C'est un peu comme le FTSE, hein, ce sont des indices qui étaient en retard, ou comme le SMI, l'indice suisse qui rattrape. Mais voilà, clairement, 11 242 points, précédent top ici l'année 2014. C'est un super point d'entrée ici sur le MIB. Et puis derrière, à la clé, lorsqu'on se positionne sur le pullback, c'est d'aller chercher les 11 550 et même à terme ici les 12 000 points sur l'IBEX. Sachant qu'on est sorti par le haut de cette vaste compression. Donc, en tout cas, voilà. Je pense que c'est un niveau que je vous invite à retenir, ce niveau de prix des 11 242 points sur l'IBEX pour une stratégie positive en cas de pullback. C'est quelque chose qu'on peut envisager étant donné que l'Eurostoxx 50 a la possibilité de revenir chercher la partie basse du canal et sa moyenne mobile à 20 jours. De même que le CAC 40 sur le court terme pourrait se replier et devrait se replier en direction des 5000 points. Et il y a aussi en l'état sur le CAC 40 en D1 ici une toute petite div potentielle, petite divergence négative ici de très court terme, mais que je surveille ici sur ce chart D1. Donc le CAC 40 est susceptible de se replier en direction ici de cette ligne de tendance haussière en D1 et de revenir tester le support des 5000 points. Il y a aussi bien sûr la possibilité d'ajouter la moyenne mobile à 20 jours sur le CAC 40, puisque je pense que c'est un niveau qui sur l'Eurostoxx 50 peut attirer les acheteurs. Donc ça c'est important à noter. Et lorsque vous positionnez la moyenne mobile à 20 jours sur le CAC 40, eh bien où passe-t-elle cette moyenne mobile à 20 jours? Elle passe actuellement à 4960. Donc la moyenne mobile à 20 jours passe à 4960. Le premier support chartiste est à 5000 points. Honnêtement, il y a en ce début de semaine un risque que le CAC 40 retombe en direction des 5000 points et d'attendre la moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile simple, qui se trouve actuellement sur les 4960 points avant que derrière la tendance haussière ne reprenne. Bon, en tout cas, nous ne sommes pas en zone d'achat sur le court terme. Quant à l'indicateur technique RSI, le support se situe à 60. Donc, pour envisager une stratégie positive sur le CAC 40, j'attendrai les 5000 points, la moyenne mobile à 20 jours, et ce support qui est juste hyper propre, si vous me permettez cette expression,
sur le RSI D1 du CFD FRA 40. Donc voilà, j'attendrai vraiment cette zone-là et ces 5000 points et MM20 pour réenvisager quelque chose dans le sens de la tendance sur le CAC 40. C'est globalement la même situation ici avec cette divergence qui avait été relevée sur le DAX, la possibilité de voir le RSI se replier en direction des 50-56 neutralité, et d'autre part sur le DAX ici, mais je vais zoomer en H4, il y a voilà, ce support à 11 750 points, et je pense que le DAX pourrait sur le court terme se replier en direction de ce support des 11 750 points. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les graphiques en données journalières, je vous en montre quelques-uns, puis on va se concentrer sur de l'intraday. L'once d'or, il est vrai, l'once d'or a réalisé ici une cassure de RSI, je dois l'admettre. Mais en ce qui concerne les prix, eh bien l'once d'or reste dans ce canal de baisse dont la partie haute passe à 1190-1200. Donc on peut envisager, notamment si le dollar US consolide, et c'est actuellement le cas sur le dollar US, si le dollar US va chercher les 11 886 points, on peut envisager que l'once d'or, lui, revienne chercher les 1195, 1200, 1190 et éventuellement 1200, mais je pense que cette ligne de tendance baissière pourrait appuyer sur les cours. Donc, j'aurais tendance à dire que Dow Jones, FXM, Dollar Index peut aller chercher le support à 11 886, mais que ce support pourrait être acheté par le marché. Nous avons sur l'once d'or à 1190, 1195 une zone de résistance, donc par contre encore 10 $ au-dessus du niveau actuel des cours. Et quant à l'eurodoll, voilà, pour moi, c'est un fait, c'est ma lecture technique en tout cas, c'est neutre entre 1,0750 et 1,0950. Et 1,0950, c'est vraiment le seul gros point daily qu'on peut envisager, je pense, dans le cadre d'une stratégie de vente dans le sens de la tendance. Bon, refranchir 1,0950, cela signifierait que le dollar US casserait des supports à cause de mauvaises statistiques et qu'à ce moment-là, voilà, le dollar US consoliderait davantage. Alors, une paire de devises ici qui m'intéresse parce qu'elle teste un niveau très important, c'est le NZD USD. Le NZD USD teste justement un niveau très important ici que je situerai entre 0,76 et 0,7650. C'est une zone de résistance. C'est essentiellement plus que l'USD en consolidation, mais le NZD qui est soutenu depuis la semaine dernière et les chiffres de la croissance économique en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un pivot très important à suivre sur le NZD-USD. Et j'aurais tendance à dire que si aujourd'hui en D1 nous faisions un chandelier qui s'apparenterait, je ne sais pas moi, une shooting star, ou en tout cas un chandelier avec une importante mèche haute, cela signifierait que le NZD-USD rejetterait à nouveau sous les 0,76, 0,7650. Et si par exemple le dollar US devait tenir son support à 11 886 points, nous aurions toujours avec le NZD-USD un véhicule pour des stratégies de vente sous les 0,76, 0,7650. Donc ça c'est quelque chose qui me semble important à surveiller, mais moi je vous invite, alors on peut déjà envisager des stratégies de vente dans cet intervalle de résistance 0,76, 0,7650, mais vu la force du mouvement, et n'écartons pas la possibilité de voir finalement un double creux, en fait, on teste la ligne de coup. On teste tout simplement le pivot 0,76, 0,7650, qui est potentiellement la ligne de coup d'une structure ici en double bottom. Mais si on ne franchit pas la ligne de coup, ça reste un range avec la possibilité de retomber tout en bas. Donc, je pense qu'il convient d'attendre ici la clôture des 1 et la forme du chandelier journalier sous ce niveau très important des 0,76, 0,7650. En ce qui concerne les graphiques journaliers, c'était globalement tout ce dont je souhaitais vous parler. Il y a par contre sur l'argent une situation technique qui est très différente de l'once d'or. Donc je vais quand même vous montrer ce graphique de l'argent qui a donné finalement des signaux plutôt positifs, avec notamment la cassure haussière sur l'argent de cette oblique de résistance qui continue de couvrir les cours de l'once d'or, attention. Sur l'once d'or, ça n'a pas été franchi. Et voilà, admettons que l'argent en est sorti par le haut. C'était au final une espèce de compression qui s'apparente vite fait à éventuellement un wedge. Et l'argent avait en effet réalisé une précassure ici de RSI. Alors l'once d'or a réalisé aussi une précassure sur le RSI.
mais n'a pas encore franchi la résistance. Et au final, en prenant un peu de recul, étant donné que globalement depuis le début de l'année l'argent est monté puis rebaissé puis remonte, au final j'ai envie de vous dire que l'argent ça reste un espèce de range énorme entre les 15,50 et les 18,50, cette résistance ici horizontale. Donc voilà, ça c'est l'approche chartiste D1 que je peux vous proposer sur le XAG USD. Mais sur le court terme, c'est certain que je pense que désormais l'argent a la possibilité alors déjà de retracer une partie de cette phase-là. Par contre, on va peut-être le prendre à l'endroit. De retracer une partie de cette phase-là. Là, il a retracé 50%. Pourquoi ne pas pousser jusqu'au 17,30 ? Qui d'ailleurs se confond avec ce niveau de chartiste. Donc il y a la possibilité assez nette de voir l'argent métal aller chercher les 17,30 $. Et à ce moment-là, en effet, voir l'once d'or aller chercher les 1190, 1195. Par contre, à 1190, 1195 $, l'or se retrouverait sous résistance et peut-être envisager une stratégie de vente si le dollar US tenait ce support à 11 886. Donc des pivots techniques, il y en a quand même un certain nombre. Les 1,0950 de l'euro-dollar, les 17,30 de l'argent, les 1190, 1195 de l'once d'or, ce support ici à 11 886 sur le Dow Jones FXM dollar index, ou encore les 0,76, 0,7650 sur le NZD USD, où là, de toutes les paires en dollars, je pense qu'on a la résistance ici, en tout cas un gros pivot technique, parce que c'est soit une résistance énormissime dans le cadre d'un range, idéal pour une stratégie de vente, soit carrément la ligne de coup d'une structure en double creux, et si ça passe, on file à 0,80. Donc forcément là, tout dépendra, je pense, du comportement de l'USD. Voilà, ici sur le NZD USD. Toujours du point de vue des graphiques en données journalières, je m'intéresse plus que jamais au GBP CAD. C'est un graphique que je vous ai présenté la semaine dernière. Vous avez ici un graphique D1 et ici les précédents sommets de l'année 2014. Regardez juste la précision du pullback. Les précédents tops de l'année 2014 étaient 1,8669. Ils sont là. On les a cassés. On a fait 1, 2, 3. On retrace. On a retracé d'ailleurs 50%. Et vendredi, on a fait pile poil le pullback ici sur les précédents tops de 2014. Donc, au-dessus des 1,8669, j'estime que le risque sur le GBP CAD est clairement un redémarrage de cette phase de hausse ici, avec la possibilité de voir en fait la résolution haussière d'une structure ici qui s'apparente globalement à un wedge ici sur le GBP CAD. Donc ça c'est vraiment des choses voilà, qui sont très importantes. Et sur le GBP CAD, clairement il faut privilégier le redémarrage de la phase de hausse tant que les 1,8660 tiennent. Et ça fait partie vraiment des niveaux qui m'intéressent ici sur ce marché. Bon, pour les graphiques D1, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Si je devais faire un résumé des niveaux qui me plaisent, intéressez-vous au GBP4 pour les stratégies positives au-dessus des 1,8660. Et sur les indices boursiers, honnêtement, l'IBEX, c'est juste nickel, si vous permettez cette expression. Cassure haussière des sommets de 2014. Support à 11 242 points. On fait pullback, c'est stratégie positive. C'est clairement, je pense, ici un niveau qui m'intéresse. À cela s'ajoute, mais avec un peu plus de bémol, la cassure et les nouveaux sommets historiques du FTSE 100. C'est quelque chose que j'avais envisagé la semaine dernière à travers un certain nombre d'analyses, vous invitant à ne pas adopter de stratégie vendeuse sous les sommets historiques. Je vous rappelle que le marché action britannique réalise depuis le vendredi 20 mars des nouveaux sommets historiques. Et en l'état, je pense que sur le FTSE 100, le niveau des 7950 points peut désormais être utilisé pour une stratégie voilà, dans le sens de la tendance haussière. Donc les 7950 points du FTSE 100, indice libellé en livres sterling, mais bon, forcément, l'IBEX avec les 11 242 points, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de plus propre. Ici, donc, sur la base de ces graphiques en données journalières. Alors, je vous rappelle le principe aujourd'hui des émissions. Cet après-midi, dans l'émission Wall Street Insider, je préfère revenir exclusivement sur des graphiques intraday, notamment à l'aide des bougies japonaises en données 4 heures.
C'est terminé pour mon point de marché de ce matin. Je vais répondre à vos questions, bien sûr. Mais voilà, ce sont les actifs que je souhaitais vous présenter en D1. Cet après-midi, on fait que du H4 sur beaucoup d'actifs et j'évoquerai les marchés actions US et le dollar canadien cet après-midi. Alors, Strongwick est vraiment fiable, Michael. Bonjour Gilles, 79. Bonjour Karl, bonjour blabla. Le son, oui voilà, j'ai tout à fait tenté d'améliorer le son. Karl, florilège de digression, voilà, sacré Vincent, je poste tous les messages, je suis transparent. Alors Vincent, ne penses-tu pas que les indices US vont nous racheter à 14 h comme chaque jour par fil? Eh bien, c'est quelque chose que nous pouvons envisager. Sous vos yeux, Wall Street, depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, Wall Street est globalement à l'équilibre. Si vous prenez la performance annuelle des indices Dow Jones et S&P 500, le Dow gagne 1,71% depuis le début de l'année, donc en performance year to date, et l'indice S&P 500 Dow 39. Légèrement positif, la performance des marchés actions US en retrait des actions zone européennes. Et en ce qui concerne Wall Street, bon, on a redémarré d'ailleurs sur des supports dont j'avais parlé ici à 2040 points et à 17 625 points sur les indices US. Mais pour autant, pour réenvisager un redémarrage de Wall Street, il convient de franchir les sommets du début du mois de mars. Donc, attention parce que Wall Street ici arrive sous résistance. Est-ce que cet après-midi, la dynamique des actions européennes peut redémarrer à l'arrivée de Wall Street? C'est tout à fait envisageable. Moi, je pense que les actions européennes, il faut s'y intéresser, mais sur des bons niveaux. Et l'Eurostoxx 50, moi, ce qui m'intéresse, c'est 3630. Sur le CAC, c'est 5000 points. Voilà, on est à 5045 points, mais par contre, 5000 points sur le CAC, ou voilà, au-dessus des 4960 sur le CAC. 4960, c'est la MVA 20 jours. Et 5000 points, c'est le niveau horizontal chartiste. Je pense que sur le CAC, voilà, nous avons ici une zone, moi, qui m'intéresse. Mais par contre, je n'envisagerai pas de stratégie de redémarrage de la tendance haussière dans l'immédiat. J'attendrai vraiment ces niveaux-là. En ce qui concerne l'eurodoll, et avant de vous présenter cet après-midi des charts intraday, je pense qu'au-dessus des 1,0750, eurodoll peut pousser davantage. Il existe un pivot technique à la fois relevé par le filtre technique qu'est l'Ishimoku ou le filtre de l'approche visuelle des marchés financiers, cette approche chartiste, à 1,0950. Je ne serais pas surpris de voir eurodoll prolongé en direction des 1,0950, et ce, tant que les 1,0750 tiennent, étant donné que le marché espère aujourd'hui du côté de l'euro des bonnes nouvelles. Donc, il y a tout à fait la possibilité d'aller chercher les 1,0950 qui sont le pivot. C'est d'ailleurs le titre que j'ai choisi pour l'analyse euro-dollar ce matin sur notre site. Voilà. Alors, le GBP CAD, en effet, m'intéresse grandement au-dessus des 1,8660. Il est vrai que le pullback a clairement été réalisé vendredi. Il était vraiment nickel ce pullback. C'était vendredi en début de session européenne. Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est de chercher à se positionner dans cet intervalle. Donc d'exploiter éventuellement des trous d'air pour se positionner dans cet intervalle entre 1,8660 et cette oblique de résistance. Donc attention, il ne faut pas acheter n'importe où, surtout que là, voilà, on teste pile poil la partie haute de ce wedge. Mais si je devais envisager des stratégies positives, je dirais oui, 1,8710. 1,8710 pour GBP CAD. Si il va le chercher, 1,87, 1,8710 avec un stop sous les 1,8650 pour le Money Management. Le Money Management qui, je vous rappelle, est à votre discrétion. Mais voilà, voilà en tout cas pour le GBP CAD quelque chose que nous pourrions envisager. 1,8710 pour la stratégie d'achat avec en effet le stop loss positionné sous 1,8650. Bien sûr, voilà, tout ça c'est purement indicatif, ce que je reprécise pour me mettre en conformité avec la régulation. Mais en tout cas, voilà ce que l'analyse technique permettrait d'envisager comme stratégie ici sur le GBP4, qui est une paire de devises donc qui m'intéresse énormément cette semaine. Alors CAC, on est sur support. Alors moi c'est vrai que là au morning meeting je ne fais que les graphiques D1, donc possible. Mais attention en D1, voilà, moi en D1 je surveille le support sur le RSI à 60 et 5000 points en niveau de chartiste et 4960. Donc moi pour une stratégie vraiment positive swing, j'invite à attendre
les 60 sur le RSI D1 et MM20 plus 5000 points sur le CAC en D1. Voilà, j'ai répondu à l'essentiel de vos questions cet après-midi à 14h15. Un tour d'horizon plus complet, exclusivement sur les bougies japonaises H4, d'une bonne vingtaine de paires de devises, sans oublier les métaux précieux et les indices. Je vous retrouve donc à 14h15. D'ici là, bon appétit à toutes et à tous, et à tout à l'heure.